En France, ils se vendent en une année 68 milliards de produits frais. D'accord. Donc 68 milliards d'euros de produits frais, donc je parle de fruits et légumes, viande, fromage, poisson principalement. Rien qu'à Paris, c'est 3 milliards. Paris intramuros, 3 milliards. Donc les 2,2 millions d'habitants parisiens consomment 3 milliards de produits frais chaque année. Incroyable. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Aujourd'hui, nous partons à nouveau dans le monde de l'alimentaire et de la livraison rapide de courses, mais cette fois-ci pour découvrir le sujet des produits alimentaires frais. Légumes, fruits, fromages, viande, poissons, ces denrées alimentaires imposent une chaîne logistique très spéciale. Pas besoin d'être spécialiste pour comprendre que le respect de la chaîne du froid est un des enjeux cruciaux de cette supply. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Raison, CEO de monmarché.fr. Derrière ce nom, c'est une des fameuses enseignes préférées des Français, Grand Frais, qui opère une garantie pour la promesse apporter du goût aux citadins, tout en simplicité, sans jamais rogner sur la qualité. À l'heure du développement du quick commerce, à date on parle de 115 dark stores à Paris, nous allons d'abord nous intéresser au marché des produits frais pour découvrir ce que les consommateurs attendent, comment satisfaire leurs demandes de produits locaux, quelles sont les tendances de fond qui se dessinent. Comme d'habitude, nous poursuivrons par le sujet de la proposition de valeur de monmarché.fr. Comment l'entreprise adresse-t-elle son marché? Quels sont ses enjeux logistiques? Quel est son plan de déploiement et quelles sont ses ambitions? Enfin, retour sur les consommateurs avec la gestion de la relation client, du CRM, de l'acquisition, de la fidélisation, des réseaux sociaux. Enfin, avant de commencer, Gilles, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, très heureux d'être à ton micro que j'écoute extrêmement souvent avec tes invités qui sont assez inspirants en général. Je vais essayer d'être à la hauteur aujourd'hui. Oui, donc je suis Gilles Raison, j'ai 48 ans, je suis marié depuis 20 ans, j'ai 3 enfants, 3 filles entre 9 et 19 ans et je travaille dans l'e-commerce, le digital et le marketing depuis désormais plus de 25 ans puisque j'ai été diplômé de mon école de commerce en 1995, l'ESC Amiens, j'ai terminé ensuite mes études à HEC Montréal sur le dernier dernier semestre où j'ai découvert l'Internet. Ouais, donc c'est intéressant, en fait finalement c'est l'éloignement qui t'a permis de te connecter. Et pour la petite histoire, c'était pour communiquer avec ma future femme, donc où j'ai découvert l'email et les messageries, et donc c'est ici que j'ai découvert l'internet. Et quand je suis revenu en France, j'ai cherché une marque qui avait un potentiel à la fois d'extension de marque, puisque j'avais fait mon mémoire là-dessus, sur les extensions de marque, l'utilisation d'une marque dans un nouveau marché. Et je suis allé voir les fondateurs de Princesse Tam Tam, qui était une marque qui était en train de se développer à ce moment-là, qui avait encore 1 ou 2 magasins, qui était toute petite. Et je leur ai proposé de les aider à développer la marque et de venir gratuitement au début. Je leur ai dit, voilà, moi je crois en votre marque et je vais travailler avec vous.
Et rapidement, il y a un projet qui s'est imposé, qui est de lancer le site e-commerce. Ils voulaient faire un catalogue de vente par correspondance. J'aurais dit non, il faut oublier la vente par correspondance. Ça va être très compliqué dans les prochaines années. Il y a l'Internet qui arrive et je me souviens être allé dans un cybercafé, on appelait ça comme ça avant, montrer le site de Shiseido, qui était un des premiers qui s'était lancé dans le monde. Et j'aurais dit, voilà, ça c'est ça qui va se passer. C'est incroyable. En 96, finalement, les sites, on les comptait sur... Très peu. Ouais, très peu, ouais. Et ils m'ont donné les moyens de développer ce premier site e-commerce où on a vendu d'abord un pyjama, puis ensuite des maillots de bain, puis ensuite toute la collection. Et ça m'a donné le goût du marketing et de l'e-commerce. Et en 2000, là, je me suis lancé en tant qu'entrepreneur dans la création d'une start-up qui s'appelait rochecollection.com, qui vendait des fins de série de produits, de marques, donc des vêtements notamment, vêtements, chaussures. J'ai rencontré à ce moment-là les futurs fondateurs de venteprivée.com, avec lesquels on ne s'est pas mis d'accord, sur lesquels on avait des idées un petit peu différentes. Je me suis lancé finalement avant eux avec rochecollection.com. Et puis j'étais rapidement rejoint avec un associé qui était... Moi j'avais 26 ans, donc j'avais un associé qui était beaucoup plus senior, qui avait l'expérience, qui avait mis une boîte au Nasdaq. C'était le premier Français à avoir mis une boîte au Nasdaq, qui s'appelle Patrick Pérez. Et donc lui il m'apportait une expertise notamment pour discuter avec les financiers. Et je me suis rapidement associé avec une jeune femme qui s'appelle Patricia Lombard, qui elle avait tout un parcours dans les salons de mode et on a fait une belle association pour créer ça. C'est quoi les challenges quand vous là-dessus, parce que vous n'étiez pas du sérail, tout était à découvrir, enfin finalement convaincre les marques de venir sur Internet. Ouais. Voilà, convaincre les marques. En plus nous, au départ, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc qu'est-ce qu'on faisait ? On n'avait pas d'argent pour financer le stock. Donc on s'est dit, il faut absolument faire du dépôt-vente. Donc il faut dire aux marques, en gros, confiez-nous vos invendus, on va les stocker et on va les vendre. Donc vous stockiez ? On stockait, et ça a bien marché. Sauf que le marché en 2001, comme tout le monde le sait, s'est retourné. Il n'y avait plus de financement pour le B2C. Et là, je suis allé voir les industriels. Je fais le tour d'Europe pour aller voir les Italiens, les Anglais, les Danois. Et finalement, c'est La Redoute, avec une personne qui s'appelle Jean-Marie Boucher, qui était un vrai visionnaire qui dirigeait l'e-commerce de La Redoute, qui avait beaucoup d'avance. Dans le Nord. Ouais, dans le Nord, effectivement. Et en gros, je lui ai dit, voilà, j'ai besoin d'un industriel pour poursuivre mon aventure, mais j'ai une condition. Mon équipe reste à Paris, indépendante. Je veux un partenaire industriel, mais par contre, je ne veux pas d'intervention dans le business. Il a dit, OK, banco, on y va. Et ça a été suivi, je suis resté 4 ans après à développer. Entre-temps, il y a Vente Privée qui s'est créée, à peu près en 2001, qui a grossi, qui a eu un peu même parcours. À un moment, en 2004, on s'est dit, il faut continuer, il ne faut pas continuer, parce que c'était difficile. Il y avait encore il n'y avait pas d'Internet au début, il y avait encore peu de personnes sur Internet. Et puis, à titre personnel, moi, j'ai décidé de changer de job dans le groupe PPR, qui s'appelle Kering aujourd'hui, parce que j'avais très envie de travailler dans le sport. Et il y avait une filiale dans le sport qui s'appelait Made in Sport, qui était une filiale qui était très Internet, puisque notamment elle opérait les sites e-commerce de certains clubs de foot. Je me souviens très très bien. A commencé, elle avait l'Olympique de Marseille, le PSG, et donc j'ai pris la direction e-commerce, et ensuite après j'ai pris la direction commerciale générale avec les magasins, et puis la direction marketing aussi de Citadium, qui était un package global. Donc, et ça c'est un truc que j'ai souvent trouvé dans mon parcours. J'aime bien avoir 2 jobs en un. Donc j'ai souvent retrouvé ça. Et j'ai développé cette entreprise avec une personne qui s'appelle Didier Lalance, avec une immense passion, parce que j'adore le sport. Et on a développé... C'est parce que tu es sportif, ou oui, c'est parce que tu suis... Je suis sportif et j'aime le monde du sport, j'aime les valeurs du sport. Ouais. Et par exemple, on a fait l'e-commerce et parfois les boutiques physiques d'énormément de clubs et d'événements sportifs, puisque quand je suis parti en 2009 de mémoire, on avait l'Olympique de Marseille, le PSG, le FC Nantes, et pour Rennes. Le compte desquels tu faisais quoi, le merchandising de leurs produits dérivés, ouais, c'est ça ? C'est ça. Souvent, on faisait les boutiques physiques et le site e-commerce officiel. Donc là, Saint-Étienne, mais on avait également signé Roland Garros, le Tour de France, l'UEFA, la NBA pour l'Europe. Donc en fait,
que des marques un peu iconiques du sport. La Coupe du Monde de rugby, par exemple, 2007, on a été la boutique officielle. Et donc ça, c'était vraiment passionnant. J'ai eu la chance, à titre personnel, d'assister à énormément d'événements sportifs. Donc là, ça te permet de découvrir à la fois la montée en puissance des ventes sur Internet, qui, année après année, suivent une croissance importante. Ça te permet aussi de découvrir un autre univers, une autre industrie, celui du sport, après celui de la fashion, par lequel tu as commencé. Et tu continues dans quelle direction alors ? Alors, suite à cette expérience-là, un moment, donc j'avais la responsabilité aussi des magasins. Et là, je m'aperçois que les magasins, ça ne correspond pas à mon tempérament et à mon rythme. C'est-à-dire que c'est trop lent. C'est-à-dire que quand on change un concept de magasin, il faut faire un test pendant 6 mois. Ensuite, après, il faut le déployer. Ça va 1 an et demi. On a des résultats. Alors que sur Internet, forcément, on change une page d'accueil. On a les résultats 3 jours après. 3 jours après, on sait si on a fait un bon choix ou un mauvais choix. Donc là, à ce moment-là, je me dis, je veux me recentrer à 100% sur le digital et l'e-commerce. Et là, je vais chez Wonderbox, qui vend à ce moment-là des coffrets cadeaux essentiellement chez les distributeurs, en particulier la Fnac, et je travaille à la digitalisation de cette offre de coffrets cadeaux, donc par exemple en vendant les activités à la carte directement sur Internet, en créant aussi pour le B2B des sites Internet qui vendent des activités ou qui proposent des activités, des incentives par exemple, et puis naturellement en vendant les coffrets eux-mêmes sur Internet pour économiser une grosse commission qui est donnée à tous les distributeurs forcément. Et donc là c'est un projet qui est assez stratégique pour la boîte et je développe ça avec beaucoup de plaisir aussi. Donc là c'est un nouveau secteur, c'est le loisir. Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque de l'arrivée de ces box, on était effectivement à la Fnac, chez Carrefour, on peut même, parce que dans la grande distribution on a fini par les retrouver aussi, finalement avoir cette boîte avec à l'intérieur un petit livret qui expliquait, et puis on prenait son téléphone, voilà. Et puis on faisait la réservation en donnant un numéro unique qui était dans la box. Globalement, c'était ça. Et la digitalisation, il y avait l'enjeu de la réservation en ligne, il y avait l'enjeu de connaître la disponibilité, par exemple au moment d'acheter son activité. Et puis après, une extension de gamme très importante. Et donc ça, c'était une aventure qui a été très, très intéressante avec aux côtés Fabrice Lépine, qui est le directeur général, qui l'est toujours d'ailleurs, et les entrepreneurs. Donc ça m'a permis aussi de me reconnecter à des entrepreneurs, donc James et Bertil, qui sont les fondateurs de Wonderbox. Donc c'était une aventure qui était intéressante. Donc là, tu découvres finalement l'univers, on va dire, du loisir, entre guillemets, c'est travel loisir, et puis du service aussi. Absolument. Parce que là, tu vends plus du service que des produits. Tout à fait. Et un beau jour, il y a une recruteuse d'Amazon qui m'appelle. Et là, je me dis, c'est intéressant Amazon parce que finalement, je fais de l'e-commerce depuis plus de 10 ans. Au fond, je m'inspire énormément d'Amazon. Je copie d'une certaine manière Amazon. Et me dit ça doit être intéressant d'aller au cœur de la machine pour comprendre comment ça marche. Cette recruteuse m'appelle, je me souviens, c'était un entretien en anglais. À ce moment-là, mon anglais n'est pas hyper opérationnel, parce que ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué. Et puis elle est très sympa parce que finalement elle continue quand même l'entretien. Et au final, je suis embauché chez Amazon. Et j'arrive chez Amazon, et là, le choc. C'est quoi ton rôle ? C'est quoi mon rôle, c'est patron, donc ça s'appelle catégorie leader, mais en fait c'est une sorte de mini managing director d'une business unit, et il se trouve c'est la chaussure. Et ce que j'aime là dans ce job chez Amazon, je disais que j'aimais bien avoir un peu d'autres jobs en parallèle, c'est qu'on me dit c'est la seule catégorie sur laquelle il y a 2 sites à gérer. Il y a le site Amazon, et puis il y a également un site spécialisé qui s'appelle Javari. Qui est un site qui avait été créé par Amazon uniquement pour vendre des chaussures. Et donc je dis, c'est intéressant parce qu'il y a à la fois une marque à créer et en même temps gérer la catégorie chez Amazon. Donc tout ça avec une équipe qui gère les 2 entités. Et là, la catégorie, elle est à 0 chez Amazon, quasiment. Elle a à peine commencé. Il y a des acheteuses qui ont commencé de convaincre les marques, mais il n'y a encore quasiment pas de chiffre d'affaires sur cette catégorie. Là, on est en quelle année ? Là, on est en 2011. Et c'est une aventure qui est passionnante, puisque Amazon, quand il arrive dans une catégorie, en gros, ta mission, on te dit, en gros, tu as carnet de chèques illimité pour acheter tout ce que tu veux. Les prix
t'y vas fort, c'est-à-dire en gros, moi, que je présentais à Amazon, je leur disais, mais c'est une catégorie exceptionnelle, puisque la marge, elle est de 50 à 60% entre le prix d'achat et le prix de vente. Et on me disait, mais pourquoi 50 à 60%? Ça sert à rien. C'est-à-dire que vends-tout à moins 30 tout de suite. 30% de marge, ça suffit. Et je leur dis, ben non, une industrie, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que si je fais ça, j'ai les chaussures une saison. Et la deuxième saison, j'en ai aucune marque ne nous vendra les chaussures si on se met à moins 30%. Donc ça a toujours été une surprise chez Amazon de se dire, de vouloir disrupter un peu une industrie, qui est de dire pourquoi une industrie fonctionnerait à 50 ou 60% de marge et finalement vendrait l'essentiel de ses produits en promotion. C'est vrai que c'est un peu stupide comme système, mais c'est le système finalement de la mode et de l'industrie de la chaussure qui fonctionne un peu pareil, où les acheteurs achètent 6 à 8 mois avant des collections que finalement ils vont garder en stock 3 ou 4 mois et qu'à un moment ils vont sortir en réduction au fil de la saison et pour finir par les soldes. Et donc, cette catégorie... Donc là, tu apportes en fait toute ton expertise autour de cette industrie-là. Alors, cette industrie, alors effectivement, avec d'autres personnes qui ont été embauchées, qui sont également des spécialistes, ouais. Et puis également, je prends les principes d'Amazon pour en faire quelque chose. Et donc, j'essaye de mixer ce qui est acceptable pour l'industrie et ce qui est acceptable pour Amazon. Par exemple, les prix restent les prix conseillés au départ, mais en revanche, on y va à fond sur le matching des produits des concurrents. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un concurrent descend un produit, le produit baisse sur Amazon. Et ça, c'est quelque chose qui est commun à toutes les catégories chez Amazon. Et c'est une des raisons pour lesquelles les prix dans ces entreprises sont souvent plus bas qu'ailleurs. Donc ça, c'est très belle aventure où j'apprends énormément. Il reste 3 ans, c'est ça? J'y reste près de 4 ans. Près de 4 ans. Et là, à nouveau, un chasseur de tête m'appelle, Philippe Descléty chez Korn Ferry, que j'aime beaucoup, et là me dit il y a une belle pépite start-up française dont le fondateur veut partir, qui a été racheté par un groupe anglais, c'est Allo Resto. Donc Allo Resto, moi je connais depuis, ça a été créé en 98, donc c'est la génération d'Internet de marques que je connais bien, et je me dis c'est intéressant. Je discute avec le fondateur, il m'explique que lui, il a fait 18 ans et que c'est le moment pour lui de tourner la page. Il a vendu à Just Eat, qui a un potentiel de leader mondial, et que lui, c'est une aventure qui est un peu moins entrepreneuriale, qui est un peu plus dans la gestion d'un pays avec de l'influence sur les autres pays, mais sur lequel on a un certain nombre de leviers, mais on n'a pas tous les leviers dans les mains comme peut l'avoir un entrepreneur. Et donc là, l'aventure m'intéresse parce que j'ai une jolie marque, j'ai un gros potentiel de croissance. Je ne sais pas encore à ce moment-là que ce marché va être absolument incroyable. Je le sens un peu, mais... Là, c'est en quoi, 2015 ? Je suis en 2015. En 2015, donc c'est quelques mois après, c'est l'arrivée de Deliveroo et d'Uber Eats. Donc je suis au courant qu'il y a des initiatives notamment en Angleterre, mais on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Donc là, je prends une boîte. C'est quoi les effectifs? C'est les effectifs, c'est à peu près, quand j'arrive, c'est à peu près 50-60 personnes. C'est un volume d'affaires d'à peu près 70 millions de volume d'affaires. Donc c'est une jolie boîte, rentable. C'est une des seules boîtes rentables du food delivery dans le monde en fait, à ce moment-là. Et pourquoi elle est rentable? Parce qu'elle est sur un business model de marketplace où elle n'assure pas la livraison. Et donc c'est les restaurants qui font la livraison. En fait, Allo Resto envoie les commandes aux restaurateurs et prend une commission d'une dizaine de pourcents. Donc ça, c'est un modèle qui marche ultra bien et qui permet de gagner de l'argent, puisque en gros, on investit une partie de cette commission en marketing pour créer la marque. Les 4 années suivantes, c'est une croissance permanente, avec une boîte qui passe quasiment à 300 millions de volume d'affaires 4-5 ans plus tard. Donc belle croissance, toujours de la rentabilité, puisque notre modèle il est principalement marketplace, mais il y a un petit grain de sable dans la machine, c'est que le marché français en fait n'est pas très développé en restaurateurs qui font de la livraison. Et donc du coup, il y a un espace énorme
en fait, pour les acteurs qui eux-mêmes vont assurer la livraison, comme Uber et Deliveroo. Et à ce moment-là... Parce que, attends, ça veut dire que les restaurateurs reçoivent la commande et comment, finalement, le transport est effectué du plat? Justement, il y a à peu près, à ce moment-là, 6 à 7 000 restaurateurs qui ont eux-mêmes une flotte de livraison. Donc ça, c'est la cible numéro 1 d'Allo Resto, que je rebaptise Just Eat 2 ans après. Et cette cible-là... C'est-à-dire qu'ils ont leur livreur avec leur meuble le soir qui font les livraisons. Mais en France, il y a plus de 100 000 restaurants. Oui. Donc ce qui veut dire que tous les autres, ils ont peut-être un potentiel de livraison, mais ils n'ont pas de livreur. Et donc c'est là où il y a un marché qui est encore plus important, qui est d'assurer la livraison pour des restaurants qui n'en font pas. Le seul problème, c'est que ce modèle économique n'est pas rentable. Et il n'est toujours pas d'ailleurs. Il est extrêmement compliqué, même à 25 ou 30% de commission. Parce que les paniers moyens, c'est des paniers moyens de 20, 25, 30 euros. Une livraison, même avec des auto-entrepreneurs, une livraison, ça vaut 5, 6 ou 7 euros. Donc, on fait vite le calcul. Hein, en gros, c'est à peu près toute la commission. Et donc, Just Eat hésite un petit peu dans ce modèle en disant, mais est-ce que je scie la branche sur laquelle je suis assis, qui marche extrêmement bien en rentabilité, pour me lancer dans le delivery, la livraison, sur lequel la branche est un petit peu moins... mais la question qui se posait, c'était pas si je le fais pas finalement, mes restaurateurs vont-ils pas changer Alors, dans les faits, les restaurateurs changent peu. Okay. C'est-à-dire que ceux qui ont des flottes de livraison gardent des flottes de livraison, mais par contre, il y a un autre marché qui est beaucoup plus important. Et donc ça, on l'a développé, mais moins vite qu'Uber et Deliveroo, dont c'est le cœur business en fait. Hein. Donc la société a continué quand même une très très belle croissance. Et moi je suis parti pour une raison assez simple. À un moment où là aussi je suis appelé par le fondateur de Grand Frais qui me propose le challenge de mon marché dont on parlera tout à l'heure. C'est simplement que je me rends compte que la vague de croissance suivante, elle va être principalement sur les chaînes. Donc elle va être sur les grandes marques de fast-food en fait. Et là je me dis, moi j'ai déjà signé KFC à ce moment-là en exclusivité pour Just Eat et je vois les ventes qui sont fortes, qui sont bonnes. Je suis en train de négocier avec McDonald's à ce moment-là, qui commence avec Uber, qui discute avec nous, et je vois bien qu'en fait la vague de croissance suivante, elle va être avec Burger King, McDonald's et KFC. Et là je me dis, est-ce que c'est mon projet de vie de vendre, de faire monter finalement les ventes de McDonald's en France? Je te l'ai dit, j'ai 3 filles. Je me dis, est-ce que c'est l'alimentation que j'ai envie de leur donner? Moi, mes filles, elles sont jamais allées quasi... je pense que ça fait 3 ans ou 4 ans qu'elles n'ont jamais mis les pieds dans un McDonald's. Ouais, c'est vrai. Et pour le coup, j'en ai même une qui est végétarienne et elle n'aime pas tellement ça en fait. Et en tout cas, voilà, je me suis dit, c'est pas mon projet de vie. Moi, j'ai envie de plutôt promouvoir une bonne alimentation, pas que pour mes enfants, mais pour moi, pour la planète. Et à ce moment-là, l'offre du fondateur de Grand Frais, c'est de dire, j'ai racheté une start-up qui s'appelle monmarché.fr, qui vend des produits frais, et on va mettre le paquet dessus, et notamment, on va amener tout le sourcing de fruits et légumes, de fromage et de poissons, identiques au magasin Grand Frais. Et on va te permettre de lancer une offre de livraison express à Paris. Et en plus, on a trouvé une petite idée qu'on ne peut pas te dire, mais on en parlera un petit peu plus tard. Est-ce que ça t'intéresse? Et donc ça, c'est en fait, globalement... comment dire, le teasing qu'il te fait pour prendre le poste, tu le prends, on va en parler après. Globalement, quand tu prends le poste, il y a combien de temps? Il y a 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi. À ce moment-là, l'entreprise, c'est juste qu'on ait une idée de la taille quand tu la récupères. L'entreprise, c'est une 40aine de salariés, dont une équipe tech et produits qui a déjà été créée, basée à Lyon, et une équipe qui opère déjà un site qui s'appelle déjà monmarché.fr, mais qui opère depuis Rungis en achetant des produits à Rungis, un peu comme toutes les startups, c'est-à-dire en gros je fais du J+1, je vends des produits, je vais les acheter à 3h du matin et je les livre toute la journée avec des tournées en camion. Et ça, l'analyse, c'était de dire, c'est pas le modèle du futur.
Ça, c'est un modèle, le J+1, mais ça, c'est un modèle passé. C'est en tout cas ce que tu as trouvé, c'est ce que tu vas modifier pour construire finalement la nouvelle proposition de valeur de monmarché.fr. Avant qu'on arrive dessus, justement, merci pour cette présentation détaillée de ton parcours. On comprend bien que tu as pu découvrir différents secteurs d'activité, différentes industries, vendre à la fois des produits et des services, que tu as eu avec Just Eat, finalement un move du côté de la food tech, et que tu continues à inscrire finalement ton parcours professionnel dans cette direction-là avec le poste que tu occupes aujourd'hui chez monmarché.fr. On va prendre un petit peu de hauteur. L'idée, c'est de véritablement comprendre comment fonctionne ce marché de l'alimentaire frais. Je commençais à le dire en introduction, c'est pas la même chose de vendre du frais que de vendre du sec. Il y a des enjeux autour de logistique, l'ensemble de la supply chain qui sont tout à fait singuliers. Donc ça, on va le découvrir un peu après. Mais parle-nous un peu de ce marché. De quoi les consommateurs ont besoin? Qu'est-ce qu'ils recherchent? On entend beaucoup parler de produits locaux, une consommation plus raisonnée par rapport à des enjeux environnementaux. Il est préférable, quand on habite Paris, de manger la salade qui a été cultivée à Montesson plutôt que celle qui arrive de je sais pas où ailleurs en France. Bon, bref, prenons un peu le temps en fait pour parler de ce marché. Alors, c'est un marché qui est énorme déjà, puisque en France, il se vend en une année 68 milliards de produits frais. D'accord. Donc 68 milliards d'euros de produits frais, donc je parle de fruits et légumes, viande, fromage, poisson principalement. Rien qu'à Paris... Viande, non. Avec la viande dedans. Rien qu'à Paris, c'est 3 milliards. Paris intramuros, 3 milliards. Donc les 2,2 millions d'habitants parisiens consomment 3 milliards de produits frais chaque année. Incroyable, hyper intéressant. Donc c'est assez marrant parce qu'il y a énormément de marchés nationaux, voire des fois européens, qui font 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Donc là, on parle de 3 milliards à Paris intramuros de produits frais. Donc l'aspiration des consommateurs, elle est avant tout d'accéder à des bons produits frais. Et la difficulté, c'est de trouver souvent des produits qui sont bons, donc ont du goût, des produits à des bons prix. C'est souvent cher, en tout cas c'est perçu comme cher, les produits frais. Et puis ensuite, c'est d'avoir une forme de simplicité pour acheter ça. Et ça, c'est une contrainte qu'ont les consommateurs, mais qui est à peu près la même que dans tous les secteurs, qui est je veux une offre large, je veux des prix, je veux de la simplicité pour acheter. Ensuite, sur les grandes tendances de consommation, on parle beaucoup de bio et de local. Ça reste relativement marginal. C'est-à-dire le bio, c'est 10% des surfaces alimentaires cultivées en France, par exemple, et il y a une forme de plafond de verre en ce moment qui a été un petit peu atteint. Donc le confinement a créé une forte attente sur le bio, et là il y a un petit plafond de verre qui est principalement lié au prix. En fait, on revient à la question du pouvoir d'achat, où il y a un moment, le consommateur ne peut pas forcément payer 15, 20, 30% plus cher. Donc il va arbitrer un concombre bio et un concombre pas bio par le non bio qui est 25% moins cher. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas que le bio qui existe comme bonne pratique alimentaire. Il y a des pratiques raisonnées aujourd'hui d'agriculture. En particulier, nous, il y a un label qu'on pousse énormément chez Monmarché et globalement chez Grand Frais, qui s'appelle HVE, Haute Valeur Environnementale, qui est un label qui... C'est un label français. C'est un label français. Effectivement, le ministère de l'Agriculture l'a beaucoup créé et poussé, et essaye de le pousser au niveau européen aujourd'hui. Mais c'est un label qui est un petit peu plus complet que le bio sur d'autres aspects. Il y a un petit peu d'intrants chimiques. Il y en a beaucoup moins que dans l'agriculture conventionnelle. Donc il y a une limite d'intrants chimiques. En général, il n'y a pas de résidus de pesticides à la fin du produit, parce que c'est plutôt un moment pour protéger en tout cas au départ de la culture. Ouais. Et ensuite, par contre, il y a des critères de biodiversité, de préservation des sols et de consommation d'eau. Et ça, nous, on trouve que c'est extrêmement important parce que les sols, c'est une des clés de l'agriculture de demain, en fait. Donc c'est intéressant de dire que finalement, aujourd'hui, l'offre qui est disponible dans le frais
elle est constituée de 3 catégories de produits, si je comprends bien, c'est-à-dire le bio, le raisonné et le standard. C'est ce qui existe dans le frais. C'est vrai à la fois pour les fruits et légumes, mais aussi pour ce qui est poisson, viande, fromage. Absolument. D'accord. Alors, non, pas dans toutes les catégories. Il n'y a pas encore de HVE dans toutes les catégories, mais c'est vrai qu'il y a des bonnes et des mauvaises pratiques dans tous les secteurs. Clairement. Très clairement, ça existe partout, je le conçois. Donc ça, c'est finalement, on parle du sourcing. Ça, c'est ce qui est disponible. Quand on parle de ça, tout n'est pas disponible. Tu parlais de Paris. Paris, tout le monde sait où ça se trouve. Il n'y a pas de mer, donc le poisson, tu peux te dire qu'il n'est pas forcément à côté. Il n'y a pas forcément beaucoup d'élevage autour de Paris. Les enjeux du sourcing, ils sont aussi géographiques. Comment ça se passe? Est-ce que finalement le consommateur, pour revenir dessus, il veut consommer local, mais quand il achète une mangue, hier au téléphone, quand on préparait l'interview, tu me parlais de la mangue, donc je réutilise l'exemple. Une mangue, ça pousse pas en France. Comment en fait tous les consommateurs, il n'y a pas un côté un peu schizophrène, c'est-à-dire à la fois je veux consommer bien, propre, décarboné, bio dans la mesure du possible, mais je suis capable d'acheter des fruits qui viennent de très loin. Je mets un peu le pavé dans la mare, mais le marché c'est quoi? Clairement le consommateur a des comportements changeants. C'est-à-dire, mais ça c'est dans toutes les industries, c'est-à-dire que dans toutes les industries, les gens vont acheter du hard discount et du luxe dans la même journée. Donc c'est un truc assez classique. Dans la partie produits frais, il y a une aspiration au local, mais nous, ce qu'on constate surtout, c'est qu'il y a une aspiration au bon produit. Et le bon produit, il vient surtout d'un bon terroir. Et le terroir, les meilleures Mirabelles, elles sont pas en région parisienne, elles sont en Alsace-Lorraine. Le meilleur, le fromage de comté, ça vient forcément du Jura. La meilleure viande, elle va venir d'Aubrac, et puis il y a un moment, elle va venir d'Irlande, parce que les prairies vont être meilleures à brouter pour les animaux. Donc en fait, nous ce qu'on pense, c'est que et c'est ce qu'on voit, et c'est un des succès aussi de l'enseigne Grand Frais là-dessus, c'est d'aller chercher le produit là où il est le meilleur. Alors ça, de façon incontestable, les produits qu'il y a chez Grand Frais, alors là je te parle en tant que consommateur, j'en ai fait l'expérience, ils sont vraiment bons. J'ai pas de mauvais souvenirs d'expérience d'achat chez Grand Frais. Donc c'est vrai que finalement la proposition de valeur de mon marché qui s'appuie sur celle de Grand Frais, c'est véritablement un gage pour respecter cette promesse. Ce que tu es en train de m'expliquer, c'est qu'effectivement, les consommateurs aujourd'hui cherchent à la fois à consommer local, mais aussi cherchent le bon produit au sens gustatif du terme. Le bon, et ils cherchent à se faire plaisir. L'alimentation, c'est vraiment un plaisir. Et donc les consommateurs, à partir du moment où on résout la question effectivement d'un bon produit avec du goût et un prix qui est raisonnable, là ça devient une proposition de valeur en tout cas qui séduit. Après le purement local, les consommateurs aimeraient bien que ce soit plus local, mais simplement c'est pas toujours possible. C'est-à-dire qu'en hiver, en Île-de-France, si vous voulez manger effectivement que du chou, quelques pommes de terre, un peu de carottes, voilà, ça va être très très limité. Ouais. Et donc même en termes de santé, c'est pas forcément recommandable de ne manger que ce qui est juste à côté de chez vous. Après, chacun est libre de consommer absolument comme il veut, et nous la proposition en tout cas c'est d'avoir des choses qui sont locales, plus le meilleur terroir de chaque produit. Tu vas nous expliquer comment tu fais ça. Je reste 2 secondes sur le marché avant qu'on ne passe à la proposition de valeur de monmarché.fr.
on lit, là je l'ai encore lu hier, le secteur de la distribution alimentaire, donc principalement drivé par, quasiment exclusivement drivé par les commandes internet, aujourd'hui croît plus vite que le marché de la livraison e-commerce en général. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu observes aussi, et est-ce que finalement le frais est une composante de l'alimentation qui croît encore plus vite ou pas, ou c'est quoi les tendances? Alors, historiquement, les produits frais ont été une des catégories les moins pénétrées sur Internet depuis toujours. D'ailleurs, je me souviens, moi, quand j'étais chez Amazon, les journalistes interrogeaient tout le temps sur Amazon Fresh, en disant, est-ce que Amazon Fresh, ça va se lancer? C'est une forme de fantasme. Table serpent de mer, quoi. Voilà, tout à fait. Et cette catégorie, avant pandémie, moins de 4% des produits frais étaient vendus en ligne. Donc très faible. Comparé à d'autres catégories que tu connais, hein, mais la plupart le retail, la moyenne du retail, ça doit être 13%. Donc en gros, 3 à 4 fois moins que la moyenne des autres catégories. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y avait pas de bonne offre. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Les livraisons de courses qui existent depuis plus de 10-15 ans. Bien sûr. La catégorie qui est tout le temps décevante dans la livraison de courses, c'est le frais. C'est-à-dire, on n'est jamais déçu de son plat, son paquet de pâtes Barilla, ou de son huile d'olive Puget, ou de son Nutella, mais on est toujours déçu. Mais les bananes sont vertes, les fraises n'ont pas de goût. Exact. Voilà. Et en fait, ça fait des années que les consommateurs sont déçus par cette partie-là dans leurs courses. C'est pas faux, ouais. Et c'est en ça que nous, on pense qu'un acteur spécialiste a une vraie raison d'être. Parce que qu'est-ce qui se passe? Oui, mais attends, juste pour revenir sur la progression du secteur de l'alimentaire, donc là tu confirmes finalement tout le monde, enfin je pense qu'il y a un consensus pour dire qu'effectivement les livraisons alimentaires croissent plus vite que le marché. Le frais, bon là effectivement ça va être la bonne passerelle pour passer sur mon marché, mais tu vois toi aussi cette croissance. Le frais va encore plus vite que l'alimentation parce qu'il part de plus bas. Donc le potentiel est plus grand. Voilà, le potentiel est plus grand. Le frais, aujourd'hui, si tu prends tu prends un hyper alimentaire, le frais c'est 25% après de son chiffre d'affaires. Donc cette partie-là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la plupart des sites de courses, ils ont à peu près ce ratio-là, entre 25, 30, 35% de frais dans les courses. Les quick commerçants, eux, c'est plutôt 10-15%, parce que eux, justement, ils répondent bien plutôt aux chips bières de dépannage rapide. Donc c'est un autre besoin. Et cette partie-là, elle va croître mécaniquement plus rapidement parce qu'effectivement la pénétration était plus faible, le marché est gros. Et il y a beaucoup à aller chercher justement sur le retail magasin en fait. Alors justement, venons-en à monmarché.fr. Selon monmarché.fr, quelle est la définition du frais? Parce qu'en fait, quand je t'entends parler, je me projetais là à l'instant dans un grand frais. Ou dans un supermarché. Et dans le frais, il y a effectivement les produits bruts, les fruits, les légumes, la viande, le poisson. Il y a les produits transformés, tu l'as cité, le fromage. Mais il y a aussi du frais ultra transformé. Je pense par exemple au yaourt. On peut penser au jus de fruits frais, au lait frais. Enfin voilà, peut-être c'est pas très transformé. Mais ce sont des produits qui sont transformés. Absolument. Est-ce que ça rentre dans la définition de monmarché.fr? Ça rentre absolument dans la définition. Nous, ce qu'on dit d'ailleurs dans nos publicités, on dit absolument tout ce qui est frais est sur monmarché.fr. Et donc c'est une offre de plus de 1500 produits frais. Donc 1500 produits frais, si on veut comparer, dans un drive, par exemple, c'est 2500, je crois, non? C'est 2500, 3000, certains font plus, mais dans le frais, c'est souvent 300-400 produits. Donc c'est-à-dire que nous, on a vraiment totalement explosé ce score de produits frais pour proposer, par exemple, en fruits et légumes, c'est plus de 300 références.
c'est plus de 200 références de légumes et plus de 100 références de fruits. Si on demande à quelqu'un de citer 100 références de fruits, je pense que personne n'est capable d'en citer. Alors, on triche un peu, hein. C'est-à-dire qu'il y a 8 références de fraises, par exemple, en ce moment. 8 références de fraises. T'as la gariguette de Bretagne. La gariguette, tout le monde la connaît, mais si je te parle de la sifflorette, qui est ma préférée, moi, qui est un petit peu plus orangée, qui est très sucrée, très fraîche, mais je peux te parler de la Magnum, je peux te parler de la Cléry. Donc en fait, énormément de variétés qui sont parfois inconnues des consommateurs et sur lesquelles on est les seuls à proposer. Il faut savoir que 1/3 de l'offre de fruits et légumes sont des variétés qu'on ne retrouve que chez Grand Frais et chez Mon Marché. 1/3. Donc c'est énorme, hein. Ça veut dire qu'il y a des pommes. Une pomme, il y a une référence qui s'appelle la pomme Lise, L-I-Z. Ça, c'est une variété qui n'est développée que par Grand Frais et Mon Marché en France. Et comment on fait ça, hein? C'est parce qu'il y a des acheteurs qui sont totalement spécialisés, qui sont des spécialistes d'une catégorie de produits, qui sont souvent des fils de producteurs, et qui sont capables de faire des recherches variétales avec les agriculteurs sur le terrain, avec des paris, des fois à très long terme. Hein. Tu nous dis ça, parce que donc on comprend qu'effectivement le frais, c'était important quand même de le définir au départ, c'est l'ensemble du frais tel que tous les consommateurs peuvent l'imaginer, produits bruts comme produits transformés. Et effectivement, là, tu commences à nous parler du sourcing et c'est hyper intéressant. Comment vous allez sélectionner ça ? Est-ce que vous avez des goûteurs ? Est-ce que tu me parles de producteurs, tu vois ? Comment on fait pour être en capacité de sélectionner 8 fraises différentes, mais ça peut être aussi différents types de poissons ou de viande, de fromage. J'imagine que le sujet du sourcing est clé dans la proposition de valeur. Et dans quelle mesure, finalement, Grand Frais peut vous apporter son support sur cette sélection ? Alors, c'est la clé absolue. Et je dirais que c'est l'avantage compétitif numéro 1 qu'a monmarché.fr sur l'ensemble des concurrents. C'est probablement le meilleur sourcing de France, voire peut-être même du monde. Allez, on n'a pas peur. Peut-être même du monde, parce qu'on bénéficie d'un territoire qui est un des meilleurs du monde, hein, pour la production. Donc ça, c'est extrêmement important. Comment Grand Frais est organisé ? Il y a des acheteurs qui sont spécialistes de chaque catégorie. Il y a quelqu'un qui n'achète que des pommes, hein, par exemple. Hein, ça doit représenter beaucoup de monde. Énormément plus que dans toutes les enseignes de distribution réunies, quasiment. C'est-à-dire que je pense qu'on pourrait réunir tous les acheteurs de Carrefour, Leclerc, Intermarché, Auchan réunis. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait autant pour acheter des produits frais donc ces acheteurs-là, comment en fait ils sont sélectionnés? Donc c'est des spécialistes des catégories de produits, donc souvent c'est des fils d'agriculteurs, fils et filles d'agriculteurs, c'est des personnes qui sont sur le terrain la moitié de leur temps et surtout qui ont une spécificité à la rencontre des producteurs. Et ils développent par exemple de la recherche sur les variétés, donc c'est eux qui vont amener des propositions de semences pour dire voilà, cette tomate, on est allé chercher, il y a une semence par exemple qui s'appelle la A. Valentino par exemple, c'est une semence qu'on est allé chercher en Suisse qui était plus produite depuis par quelques-uns et sur lequel on est allé rechercher ça, on l'a fait replanter, je crois qu'il y a 4 ou 5 producteurs en France aujourd'hui qui nous la font. Et tu parlais de goûter. Les acheteurs chez Grand Frais et Mon Marché goûtent chaque palette de produits qui arrive. D'accord. Donc, et ça, c'est un truc que personne ne fait dans l'industrie. Donc, mais tu goûtes pas tout. Alors, on goûte pas tout parce qu'il y a des choses qu'il faut cuisiner naturellement. Bien sûr. Mais par exemple, le melon en été, l'acheteur de melon, il peut goûter jusqu'à 200 billes de melon dans la journée. Ah oui. Pour s'assurer que chaque palette est bonne, il goûte un produit, il laisse passer la palette. Et on a des dizaines de personnes qui sont ultra spécialisées sur le mûrissement des articles. On a même des affineurs de fruits et légumes. Des affineurs, donc des gens qui sont capables... C'est ce que tu m'expliquais. De dire à quel moment il faut envoyer la poire comice dans les magasins parce que justement elle est gustative, elle est bonne. Ce qui va garantir que quand toi, consommateur, tu commandes ces poires, elles vont t'arriver à point, consommables immédiatement et pas non mûres
comme ça m'est arrivé encore il y a peu de temps, et c'était pas chez toi, Bien mais sûr. de fruits verts ou pas mûrs et que tu laisses mûrir parce que affinés, comme tu le dis. Et ça, c'est la différence justement entre la manière dont fonctionne Grand Frais et la plupart des autres distributeurs, c'est que c'est justement une supply chain qui est totalement dédiée aux produits frais et une expertise sur le produit qui fait qu'on sort le produit au moment où il est bon. Et c'est ça qu'on a dupliqué chez Mon Marché, puisque on bénéficie de ce flux avec des produits qui arrivent tous les matins. Et ce qu'on a rajouté, nous, pour aller au bout de la chaîne logistique, c'est la manière de les conserver dans nos entrepôts à Paris. On appelle ça des ateliers de préparation de commandes. Vas-y, parce que rentre en détail là-dedans, parce que je le disais en introduction, c'est quand même, après le sourcing, l'autre aspect qui est quand même clé pour monmarché.fr, c'est l'ensemble de la chaîne logistique. Comment on fait pour maintenir en stock des produits frais et les livrer jusqu'à domicile. Finalement, monmarché.fr, alors c'est présent à Paris, est-ce que c'est présent ailleurs ? Non. Donc c'est pour Paris l'instant. Et une partie de la banlieue parisienne. C'est parisien. C'est finalement apporter au centre de Paris un Grand Frais. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Grand Frais n'est pas présent à Paris, l'enseigne n'est pas présente à Paris. Au travers de Mon Marché, vous apportez une réponse à cet enjeu d'accès à des produits frais de qualité. Comment ça fonctionne ? Parce qu'on sait bien, et tu l'as commencé à le dire, la chaîne du froid, cette logistique, elle est très très particulière. Ah, ça, c'est justement le petit secret qu'avaient pas voulu me révéler dans un premier temps les actionnaires et fondateurs de Grand Frais. Et le petit secret, c'était de dire, il va nous falloir des surfaces de 1000 à 1500 mètres carrés pour stocker les produits de la meilleure manière qui soit. Et cette surface, on va la trouver dans les parkings parisiens. Et pourquoi dans les parkings ? Parce que c'est le seul endroit sur lequel on peut trouver 1000-1500 mètres carrés à plat, sur lequel on va pouvoir être proche des habitants. Et donc on a transformé une partie des parkings parisiens. Donc aujourd'hui, on en a 3 qui opèrent, et à partir du 11 mai, on a le 4e. On enregistre le 10, donc c'est demain, donc globalement vous allez entendre ça, ce sera beau. Voilà, donc sous le parc André Citroën, où on a à nouveau près de 1500 mètres carrés répartis en différentes chambres froides, et ça c'est une des clés de la logistique. Attends, tu veux nous parler des chambres froides, que je comprenne bien, la zone de chalandise d'un entrepôt. C'est à peu près 100 000 foyers. Et 100 000 foyers à Paris, on les trouve à peu près en 3,5 km, 4 km autour d'un point. D'accord, ok. Voilà, c'était important qu'on comprenne. À peu près 4 km autour d'un point. Ça permet d'avoir donc 100 000 foyers, et les produits du coup sont stockés dans des chambres froides à des températures différentes. Il y a 5 températures différentes pour stocker de manière optimale. Alors, c'est quoi les températures ? Une chambre froide, c'est une pièce qui fait quelle taille ? C'est une pièce qui fait à peu près 200 mètres carrés. D'accord. x5. À laquelle tu accèdes. Je reviens de trucs très concrets. Tu y accèdes par une porte qui permet de faire entrer à la fois les palettes et le picking, pour le picking, les livres. Donc comment ça se fait dans des parkings ? Forcément, entre les produits et les voitures du parking, il y a 3 portes. Et le parking, l'endroit sur lequel on s'est installé, qui n'est plus un parking, qui est un atelier, étant techniquement en surpression, c'est-à-dire qu'on est connecté à l'air extérieur et jamais à l'air du parking. En fait, on est moins pollué que la rue, parce qu'on filtre toute l'air en fait qui rentre dans notre atelier. Il faut faire rentrer l'air, il faut faire rentrer les marchandises. Dans un parking, un camion ne rentre pas. Alors, un camion ne rentre pas, effectivement. Donc, le camion arrive tous les matins à 3h du matin, et ensuite toute la marchandise est déchargée et est apportée. Donc on descend la rampe, comme les voitures, mais à 3h du matin on est à peu près tout seul. Donc en diable, avec des transpalettes. Ouais. Et donc toute la marchandise est descendue, et ensuite est conservée à température optimale. Donc je vais vous donner quelques exemples. Une tomate, par exemple, les tomates c'est 14 degrés. Ça c'est la température idéale pour les tomates. C'est la même par exemple pour les bananes, 14 degrés, il n'y a pas mieux pour les bananes. C'est la température, elles sont le mieux stabilisées. À l'inverse,
les salades, par exemple, c'est 8 degrés dans une ambiance à 90% d'humidité. Donc là, on crée de l'humidité pour conserver les épinards, les salades. À l'inverse, les courgettes, par exemple, elles vont être à 8 degrés. Mais là, dans une ambiance sèche. Donc là, déjà 3 salles rien que pour les fruits et légumes. Et puis ensuite, après, on a la viande, le fromage, le poisson, qui est plutôt à 2 degrés pour la partie viande et poisson, et plutôt à 5 degrés pour le fromage. Donc ça, c'est conservation vraiment à température optimale jusqu'au dernier moment de la préparation de commande, puisque notre volonté, nous, c'est de préparer la commande le plus tard possible. Justement, parle-nous de ces commandes, parce que on va faire un peu une pause dans la chaîne logistique pour arriver sur les commandes. Pas plus tard que ce matin, pour venir au bureau, en prenant le métro, il y a une jeune femme qui me proposait un leaflet monmarché.fr. Voilà, j'ai dit écoute, ça tombe bien, je vais voir Gilles. Ces commandes-là, il y a une promesse, c'est écrit dessus, c'est 1 heure. Donc tu passes commande et à réception, on peut comprendre qu'une heure après, tu peux être livré. Comment vous organisez la préparation des commandes? Il y a une personne qui est en charge de l'ensemble d'un panier, ou alors il y a dans chacun des compartiments, des chambres froides, des piqueurs qui vont aller chercher par commande. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Donc, on a développé déjà un système d'info totalement propriétaire qui répond justement à cette problématique à la fois de stockage, de préparation de commandes. Pour répondre précisément à ta question, ça dépend des moments. Ça dépend du volume de commandes et du nombre de préparateurs disponibles. On peut aller extrêmement vite en splittant une commande en 5. Et à ce moment-là, chaque préparateur prépare un petit bout de la commande et ensuite tout est regroupé dans une zone dite de packing. Et puis à d'autres moments, on va faire une mono-commande préparée par un seul préparateur. Donc en fait, ça dépend du ratio finalement entre le nombre de préparateurs disponibles et le nombre de commandes. Et ça, c'est une configuration qui change parfois même en cours de journée. Pour pouvoir être optimal et répondre à notre promesse. Nous, on insiste sur une chose qui est extrêmement importante, c'est que les livraisons soient à l'heure. Et on est à plus de 99% de livraison à l'heure, donc dans notre créneau d'1 heure. Et puis la deuxième chose sur laquelle je suis intraitable, c'est pas de manquant. Il y a 0 manquant dans les commandes. Et parce que ça a été un des gros freins de toute la livraison e-commerce alimentaire, c'est qu'il manque toujours quelque chose. Et nous, on part du principe que s'il manque un produit dans une commande... Il n'en manque pas, donc ça veut dire que le consommateur a reçu sa commande. 2 questions. Le panier moyen, c'est quoi, combien d'articles, et comment vous faites pour... J'ai des éléments de réponse en tête, mais je vais t'entendre le dire, pour faire justement le transport entre le centre de préparation des commandes et le client, et est-ce que le client... voilà, c'est les 2 questions. Alors on est à peu près sur un panier moyen de 60 €, TTC, ce qui couvre à peu près une semaine de courses de produits frais pour une famille avec 2 enfants à peu près, ce qui permet de faire beaucoup de repas quand même avec ça. Une commande qui est en général moitié-moitié des fruits et légumes et moitié tout le reste du frais. La chaîne ensuite de livraison est très simple. Les commandes sont stockées dans des bacs. Donc il y a des sacs qui sont mis dans des bacs qui eux-mêmes sont mis dans des triporteurs électriques. Et le triporteur électrique part pour faire une tournée sur lequel il part souvent avec 3 commandes. Et en 1 heure, il livre les trois clients. Et la chaîne du froid, elle est respectée dans le sens où le bac est conservé à sa température optimale jusqu'à son départ. Donc jusqu'au départ, on distingue le frais des fruits et légumes pour que mes fameuses bananes ne soient jamais, comme chez la plupart des distributeurs, elles sont regroupées souvent à 4 degrés. D'accord. Et ça, c'est pas bon pour les bananes. Et les bananes, c'est important parce que c'est un des produits sur lequel vous avez un quart des produits quasiment qui ont des bananes. Et donc, quand vous loupez la banane, vous loupez, c'est une vraie image de se dire, tiens, ils savent pas bien gérer le frais.
Donc mais je mets beaucoup d'importance sur ce produit-là. Okay. Et ensuite, les livreurs, qui sont des salariés avec des triporteurs électriques, partent faire la tournée et apportent les bacs jusqu'à la porte du client. Et là, ouvre le bac qui lui-même... C'est une sorte de bac isotherme. Ouais, il est isotherme, absolument. Et là, donne le sac directement au client en ayant pris soin de distinguer ce qui va au frigo de ce qui ne va pas au frigo. Et là, c'est là où il y a un petit plus de nos livreurs, c'est qu'ils sont formés pour expliquer ça, mettez-le dans le bac à légumes de votre frigo, ça, ne le mettez pas au frigo, ça, mettez-le dans votre frigo. Ah, merci madame, merci monsieur, c'est un service qui est assez important. Ok, et donc, merci pour ces éléments de réponse, parce que c'est important de comprendre effectivement comment cette chaîne logistique fonctionne de bout en bout. Donc du sourcing jusque finalement au frigo du consommateur, et ça tu nous l'as bien expliqué. Là, tu as parlé du panier. Deux questions me viennent par rapport aux commandes. La première, c'est est-ce que tu peux choisir ton créneau de livraison? On est aujourd'hui, on enregistre mardi. J'aimerais être livré vendredi après-midi. Est-ce que je peux choisir un créneau pour le vendredi après-midi? Alors, on fait J et J+1. D'accord. Donc, jusqu'au lendemain, tu peux commander. Pourquoi on fait pas... On pourrait faire le choix de vendre à J+2, J+3. Mais justement, c'est cette lutte contre les produits manquants qui fait que préfère... C'était la deuxième question. Voilà, je préfère... je sais exactement ce que je vais recevoir demain. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne pourras pas préparer le panier, la commande, trop longtemps à l'avance. C'est quasi juste avant le départ que c'est préparé. Absolument, tout à fait. Donc je ne prépare jamais une commande un jour avant ou même 5 heures avant. Je la prépare le plus tard possible. Et surtout, je ne sais pas encore ce que je vais recevoir dans 2 jours. Parce qu'il y a un paramètre qui est la nature. C'est tout bête, mais la nature fait que il y a un moment, il y a plus ou moins de fraises, et donc il est possible qu'une des variétés que j'ai citées tout à l'heure, elle ne soit pas disponible dans 2 jours. Et ça, je le saurai demain. Parce que l'agriculteur, justement, va transmettre à notre équipe achat en disant « Là, j'ai fait ma récolte, j'ai pas fait ma récolte ». Aujourd'hui, on est capable de vendre une salade qui a été coupée hier à 15h. Et donc, hier, elle a été coupée, donc je sais que je peux la vendre aujourd'hui. Aujourd'hui, l'agriculteur est capable de nous dire combien de salades il va couper et donc combien j'en ai en vente demain. Et donc, c'est ça qui nous permet justement d'avoir une précision dans ce qu'on va livrer le lendemain. C'est super clair. Pour continuer sur vraiment comment vous vous développez, tu as évoqué l'ouverture d'un nouveau centre du côté de Javel pour étendre finalement la superficie, la couverture de livraison. C'est quoi le plan de développement de monmarché.fr? Quelles sont ses ambitions géographiques ou d'offres de services? Alors, avec l'ouverture effectivement de ce nouvel atelier sous le parc André Citroën dans le 15e, qui suit de près l'ouverture précédente qu'on a fait sous l'esplanade des Invalides. Donc là encore, c'est un parking Indigo qu'on a utilisé. C'est pour ça que j'ai vu les photos sur le pont Alexandre III. Absolument, le pont Alexandre III. Mais là, tu vas en voir également, on va en diffuser sur les réseaux sociaux, par exemple, une nouvelle zone de livraison qu'on a également attaquée aujourd'hui, qui est le 1er et le 2e arrondissement, depuis Invalides, sur lequel, par exemple, on livre à côté du Louvre, on livre les Champs-Élysées dans le 8e arrondissement. Donc, on livre des endroits fabuleux. Aujourd'hui, la situation, c'est qu'on est en mesure de livrer 10 arrondissements parisiens sur les 20 avec cette ouverture. Donc, il nous en reste 10 à conquérir. Donc, pour ça, il faut qu'on ouvre encore à peu près 5-6 ateliers à Paris. Donc de 1500 mètres carrés. De 1500 mètres carrés. Et ça va nous prendre 12 à 18 mois à peu près pour le faire. Alors, pourquoi c'est plus long, par exemple, que les acteurs de quick commerce qui ont réussi à avoir une empreinte géographique plus rapide que la nôtre, c'est que nous, on fait les choses avec des autorisations. Et donc, on fait des choses avec des demandes à la mairie, des demandes à la préfecture, et
on fait des choses qui sont solides. C'est-à-dire que c'est avec des vrais investissements, des vraies chambres froides, et c'est pas quelques étagères qu'on installe dans un ancien supermarché ou une ancienne salle de gym. Donc c'est quelque chose qui est plus construit, et qui est un peu plus long à faire, mais nous on pense que c'est très pérenne. C'est intéressant, merci d'apporter ces éléments d'information. Justement, en préparant l'interview, tu me disais, mais nous on n'est pas vraiment un acteur du quick commerce. Je l'ai cité en introduction. Tu peux me dire ce que tu me racontais en fait avant qu'on enregistre sur la façon dont vous percevez cette activité et comment vous vous positionnez par rapport à ça? Alors effectivement, je pense qu'on n'est pas dans la même course, on n'est pas dans le même couloir, même si les acteurs du quick commerce font un petit peu de fruits et légumes, mais sans en être des spécialistes importants. Eux, je pense qu'ils répondent bien à un besoin de l'immédiateté / de la flemme, on va dire. J'ai pas envie de descendre à mon Franprix, mon Monoprix ou mon Carrefour City en dessous de chez moi, et finalement je fais monter 4-5 articles sur un panier moyen d'à peu près une vingtaine d'euros extrêmement rapidement. Ça, c'est un usage, je pense, qui va perdurer, dans le sens où à chaque fois que quelqu'un amène un service, au début tout le monde râle un peu en disant oh, on n'en a pas besoin, et puis à un moment l'offre a quel besoin. Je pense que de manière, ces arguments-là ils sont plus entendables quand tu vois la rapidité avec laquelle tout à fait. Donc il y aura probablement pas 14 acteurs, il y en aura probablement 3, oui, mais comme les trottinettes, c'est un circuit qu'on connaît, mais par contre c'est quelque chose, ce besoin de l'immédiateté et de l'hyper-service, ça va exister. Nous, là où on est différent, c'est qu'effectivement, en se positionnant comme un acteur spécialiste du frais, là on se met dans un autre angle. On n'est pas dans l'hyper-rapidité, c'est-à-dire que nous on considère que venir en un quart d'heure ou 20 minutes, c'est pas le sujet. Et quand on demande à nos consommateurs, ils nous disent on vous demande pas ça. Nous, on vous demande, on préfère une préparation de commande minutieuse, hyper bien travaillée, sur lequel vous allez arriver dans 1 heure. Et ça me convient bien si vous respectez bien votre promesse. Donc nous, on n'a aucune vocation, en tout cas, à aller beaucoup plus vite, notamment parce que le modèle économique marche beaucoup moins bien. C'est-à-dire que si je fais partir un livreur avec une seule commande, j'ai pas du tout demain la possibilité de garder les prix que j'ai par rapport à un livreur qui va partir avec 3 commandes. Donc ça, c'est important. Ça, c'est important. Tu parlais de modèle économique. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur celui de monmarché.fr? Finalement, ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une rentabilité qui est déjà atteinte? Ou alors est-ce qu'elle est proche d'être atteinte? Ou alors les investissements empêchent qu'elle soit atteinte? C'est quoi? Alors on est encore en phase d'investissement, puisque ouverture des ateliers, construction de la marque également, où à partir du 11 mai par exemple il y a une campagne de pub assez importante qui aura lieu sur la marque monmarché.fr, et donc ça c'est important, mais il n'empêche qu'on suit des trajectoires. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder si l'atelier le plus ancien, qu'on a ouvert sur le Lit de la Cité, il a bien cette trajectoire de rentabilité, et on la voit se dégager, et on la voit se dégager pour une raison très simple, c'est la fidélité des clients. Donc c'est le repeat business. C'est le repeat business, parce que ça, c'est l'immense avantage du frais, et c'est pour ça que le frais est si important dans la distribution en France. C'est que le frais, c'est la raison de revenir dans un magasin. C'est-à-dire que des pâtes, vous pouvez en stocker pour 3 mois, des tomates, vous pouvez pas en stocker pour 3 mois. Les tomates, vous pouvez les stocker pour 7 jours. Et donc à partir de là, c'est une raison de revenir dans un magasin. Et ça, moi qui ai été chez Amazon et pour connaître quelques chiffres de rétention d'Amazon, je peux vous dire que les chiffres de monmarché.fr sont supérieurs en rétention à ceux d'Amazon. Parce que par design, par essence, la catégorie est fidélisante. Et notamment quand on fait des bons produits qui ont du goût. Parce qu'on a envie d'y revenir, juste parce qu'on a eu du plaisir à consommer ces produits. Vous utilisez des NPS, des choses comme ça? Alors, on suit le NPS nous, tous les mois. Et on a un NPS qui est assez fabuleux chez Monmarché, puisqu'il tend vers les 80. Donc il est tous les mois entre 75 et 80. Donc pour rappel, pour les auditeurs, le NPS, c'est la différence entre les gens qui notent 9 ou 10 et les gens qui notent 7 et moins. Et donc pour avoir plus de 80, ça veut dire qu'il faut avoir
plus de 80 à 90% des gens qui notent 9 ou 10, et puis avoir quelques-uns qui notent 7, et c'est notre cas. C'est-à-dire, si on prend la note moyenne, les gens nous notent 9,4 sur 10. Donc ça, c'est extrêmement important. Et notre application mobile, qui est notre moyen numéro 1 de commande, aujourd'hui sur l'App Store, par exemple, elle a près de 800 avis et qui sont à 4,9. Alors, avant qu'on continue à parler des consommateurs dans cette dernière partie, justement la relation avec les consommateurs, je pense que c'est clé dans le développement de ton business, même si ils sont contents de revenir. Juste pour conclure sur le déploiement, l'idée c'est quoi? C'est de rester parisien, ou est-ce que c'est aussi, il y a une réflexion pour porter finalement l'offre de service dans d'autres métropoles en France ou à l'étranger même? Alors, on se concentre d'abord sur Paris et sa proche banlieue, et puis ensuite après on regardera les autres villes, que ce soit en province, ça peut être aussi à l'étranger, mais en tout cas d'abord concentration sur Paris, puisque comme je le disais en introduction, 3 milliards d'euros de produits frais à Paris, c'est déjà un gâteau qui est déjà immense. Et pour bien opérer ça, avec les contraintes logistiques du frais et le besoin de faire quelque chose de très précis, très différent, il faut beaucoup de monde pour faire ça. On est déjà plus de 350 chez monmarché.fr. Et les livreurs représentent quelle partie du Les staff? livreurs, un petit peu plus de la moitié de l'effectif, puisque effectivement on a décidé de salarier en CDI tous les livreurs. Donc à ce moment-là, forcément, c'est... Est-ce que vous avez des difficultés de recrutement? C'est assez facile de recruter. C'est plus difficile de conserver les bons livreurs parce que le marché est plutôt en faveur des livreurs, et c'est pas plus mal en fait. Ça oblige vraiment les marchands, et en particulier les entreprises comme nous, à être ultra responsables et à être très très bons sur la relation employée avec les livreurs. Et donc ça, on travaille énormément là-dessus. Est-ce que tous les livreurs potentiels que vous avez devant vous veulent forcément un CDI? Est-ce qu'il n'y a pas finalement des auto-entrepreneurs, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres, qui disent « moi je préfère rester auto-entrepreneur, mais je veux bien travailler pour vous ». Alors nous, ce qu'on voit, c'est que ça vous arrive, ça? Alors nous, on voit beaucoup d'anciens auto-entrepreneurs, justement, qui ont livré pour des plateformes, qui, à un moment, ont envie justement de se poser avec un vrai salaire pour pouvoir notamment accéder au logement. Parce que l'accès au logement quand on est entrepreneur est quasi impossible. Donc en fait, un auto-entrepreneur souvent habite chez ses parents ou habite chez des copains. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est des parcours de vie où ce métier-là, c'est un métier d'entrée pour rentrer dans un parcours. Et moi, j'ai en tête, par exemple, une jeune fille qui s'appelle Rania, par exemple, qui est rentrée livre chez nous. 9 mois après, elle était dispatcher. Donc, c'est elle qui dispatchait les livraisons. Et aujourd'hui, elle est ce qu'on appelle shift manager. C'est-à-dire que c'est elle qui dirige des équipes de préparation et de livraison. Et son parcours n'est pas terminé. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, en rentrant chez toi, chez monmarché.fr, vous avez la possibilité, enfin vous offrez la possibilité même aux livreurs d'avoir une progression professionnelle. C'est ça, c'est l'objectif de je suis livreur, ensuite je deviens référent, c'est-à-dire je suis celui qui explique les bonnes pratiques, notamment aux nouveaux qui arrivent. Ensuite, après, je peux devenir manager. Et moi, mon objectif, c'est que la quasi-totalité de nos managers viennent des métiers de la préparation et de la livraison. C'est-à-dire qu'ils viennent du terrain et ensuite on leur apprend à devenir justement des managers responsables et efficaces. Et ça, je pense qu'on a une vraie vocation sociale sur ces métiers-là, de créer une génération de managers de terrain. Bon, écoute, merci pour cette petite parenthèse, mais importante sur le staffing, sur les équipes, puisque finalement rien ne fonctionnerait s'il n'y avait pas ces gens derrière. Pour revenir sur le sujet de la relation client, de l'acquisition, finalement du CRM, du service client, c'est quoi, comment vous faites les réseaux sociaux? Là, tu parles d'une campagne de communication qui va arriver, la plus forte et importante de l'histoire de monmarché.fr. Comment tu définirais en fait finalement cette prise de parole au sens très large du terme?
Alors, notre enjeu, c'est de créer de la désirabilité pour la marque. C'est-à-dire qu'on est dans une catégorie de produits qui est spécifique, dans le sens où, sur Google, personne ne tape livraison de produits frais. 420 requêtes par mois au niveau national. Donc, il n'y a pas de marché du mot-clé générique dans notre catégorie. J'avais déjà vu ça dans la livraison de repas de restaurant, où les marques sont devenues beaucoup plus importantes que la catégorie générique. Et donc là, il va se passer exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est les marques, et donc j'espère monmarché.fr, qui va en fait créer la demande parce qu'elle va devenir désirable. Donc comment on devient désirable ? C'est de la présence publicitaire, de la présence de terrain. Donc tu as croisé un brand ambassadeur ce matin par hasard qui distribuait. Ça, c'est important. Et nous, on va continuer par exemple de pousser une chose. Quand on ouvre un atelier, par exemple, on va faire des centaines de séances de dégustation. On va sortir les produits dans la rue, dans le parc André Citroën, au pont Alexandre III, aux Champs-Élysées. Parce que le frein numéro 1 de l'e-commerce de produits frais, c'est de dire, est-ce que les produits vont être bons ? Est-ce que les produits vont être frais ? Est-ce que les produits vont être de qualité ? Et donc la meilleure manière d'y répondre, c'est soit le bouche à oreille. J'ai quelqu'un que je connais qui a déjà commandé et qui est capable de m'affirmer ça, et donc je lui fais confiance, ou soit quelqu'un que je ne connais pas mais qui me fait goûter. Et donc on joue sur les deux tableaux. Nous, le bouche à oreille, c'est quasiment 70% de nos recrutements clients, c'est des anciens clients qui en recommandent d'autres. Il y a un système de parrainage, naturellement, qui est rémunéré pour les clients. Et donc, il y a des clients qui ont recruté des dizaines et des dizaines de nouveaux clients pour nous. Bah oui, parce que il y a des clients qui arrivent presque à faire leurs courses gratuitement en nous ayant recruté des centaines de clients. Ah oui, incroyable. Ah oui, bien sûr. Mais alors, ça, je comprends le mode de fonctionnement. Est-ce qu'il vient... Est-ce qu'il est complété par d'autres approches ? J'entends par exemple, comme approche différente, des stories qui seraient racontées sur les réseaux sociaux. Est-ce que finalement, vos clients achètent la matière première pour pouvoir cuisiner ? Donc est-ce qu'il y a une aide à trouver des recettes ? Je ne sais pas, enfin tu vois, l'ensemble de ces sujets-là. Alors sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a une chose qui est importante, c'est de produire des images qui sont liées au quartier dans lequel tu habites. Et c'est ça que moi j'insiste énormément auprès de mon équipe marketing pour dire, voilà, quand on se lance dans le 15e arrondissement, je veux des images de la rue du Commerce, je veux le parc André Citroën, voilà, je veux localiser. C'est-à-dire qu'on doit avoir l'impression, et c'est le cas, qu'on est un acteur, voilà, on est un acteur du quartier, et d'ailleurs, on va même chercher les commerçants du quartier pour les proposer en addition sur notre offre. Et donc là, on les stocke. Donc il y a toujours quelques commerçants de quartier. En général, ça commence toujours par un boulanger, par exemple. On va chercher le meilleur boulanger du quartier. On lui dit, vous allez nous vendre vos pains au chocolat, vos croissants, vos baguettes et vos pains spéciaux pour qu'on les propose aux clients de monmarché.fr. Donc ça, on s'intègre dans l'écosystème local pour être vraiment en connexion avec les habitants et les commerçants. Mais vous n'allez pas jusqu'à aller proposer des recettes, vous laissez des... Alors les recettes, on en met sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc quasiment tous les jours, on fait des petites recettes et des présentations de produits. Ça, je pense que c'est une étape prochaine quand même, parce que aujourd'hui, on est très bon pour proposer le meilleur catalogue, la meilleure offre de produits frais, mais en revanche on n'a pas encore ajouté la partie inspiration. Donc tu as interviewé il n'y a pas très longtemps Jacques-Edouard pour Joe. Joe, c'est intéressant parce que si autant de personnes téléchargent cette application, c'est qu'il y a un besoin effectivement des foyers de s'organiser sur l'alimentation et pour trouver des inspirations. Joe, pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, ce qui est l'interview je ne sais pas combien, il n'y a pas très longtemps, Joe, c'est une application qui permet de faire ses courses en partant finalement d'un autre point de départ, et qui n'est pas finalement le produit, mais qui sont les recettes. Donc tu vas décider de tes recettes, il y a une aide pour décider des recettes, tu vas faire tes recettes pour la semaine, et derrière, comme c'est connecté
au supermarché de ton choix, tu vas avoir les produits qui permettent de réaliser ces recettes. Juste, voilà, parenthèse fermée pour Joe. Ce qui veut dire que vous allez encore associer d'autres services pour une expérience utilisateur qui est toujours de plus en plus forte. Gilles, merci beaucoup. Je vois qu'on est déjà 1h14, on est sur un bon épisode bien sympathique. Merci en fait de nous avoir donné véritablement les détails du fonctionnement d'un business du frais. Il n'y en a pas beaucoup, c'est rare et effectivement c'est souvent le caillou dans la chaussure pour les acteurs de la livraison traditionnelle. Vous en avez fait une force derrière. Il y a un acteur majeur qui a fait ses preuves en France, qui est Grand Frais. Je vous souhaite beaucoup de réussite à Paris pour pouvoir finalement apporter le goût du frais de qualité dans les foyers parisiens. Je voudrais aussi remercier d'abord vous, les auditeurs qui écoutez tous les jours un peu plus ce podcast. Merci pour votre fidélité, merci pour les messages envoyés. Merci à Comexposium, l'éditeur du One-to-One Retail e-commerce de Monaco, pour apporter son soutien et son support à l'édition de cet épisode. Si vous voulez retrouver Gilles, je pense que c'est sur LinkedIn que vous allez pouvoir absolument prendre contact avec lui, ou si vous avez des difficultés, vous pouvez passer par moi et je lui relayerai les éventuels messages. Gilles, merci pour tout et puis je te dis à bientôt. Merci Cyril.